Depuis la fin de la dernière ère glaciaire jusqu'à nos jours, la baie des Sept-Îles a abrité des peuples nomades, des pêcheurs téméraires et des gens d'affaires ambitieux. Elle a vu des maisons se dresser modestement sur ses rivages, puis des villages, des villes et la métropole de toute une région du Québec. Elle a vu des industries prendre leur essor, des quais se construire et un petit havre de village se transformer lentement en l'un des plus grands ports océaniques d'Amérique du Nord. Voici la brève histoire portuaire de Sept-Îles. Lorsque le Harbour of Seven Islands devient officiellement le port de Sept-Îles dans les années 60, c'est le ministère des Transports du gouvernement fédéral qui en a la responsabilité. Le port se compose alors de 8 quais, dont les plus performants sur le plan économique appartiennent à des entreprises privées, soit l'Iron Ore Company, la Wabush Mines et l'Imperial Oil. Parmi les 4 quais publics, celui de Clark City tombe en désuétude après la fermeture de la Gulf Pulp and Paper Company, son unique, sinon principale utilisatrice depuis le début du siècle. Au fil des ans, la baie avalera lentement l'ossature de bois du quai jusqu'à ce qu'il ne subsiste plus qu'une assise rocheuse, encore visible de nos jours. Cette vision du développement portuaire changera dès 1973, lorsque Transport Canada transfère la gestion des installations portuaires de Sept-Îles au Conseil des ports nationaux, agence fédérale fondée en 1936. Jusqu'en 1983, sous sa nouvelle juridiction, le port de Sept-Îles investit plus d'1,5 million de dollars dans le développement d'infrastructures. Ça s'inscrit vraiment dans cette volonté-là du milieu des années 70 de prendre une certaine distance avec les grands donneurs d'ordre en place pour pouvoir essayer de diversifier l'économie ou autrement d'assurer, je ne dirais pas un rapport de force, là, mais au moins une certaine distance là, qui va faire en sorte qu'on n'est pas à la merci. Il y avait un engagement de la communauté. Il y avait un conseil qui avait été créé avec des citoyens de la région qui y siégeaient. Donc, on sentait déjà là une espèce d'implication du milieu dans le développement portuaire. En 1974, le port achète des terrains sur la rue Arnaud afin d'y installer son siège social. En 1977, alors que cette île commence à montrer des signes de ralentissement économique, il acquiert le quai Imperial Oil, qu'on rebaptisera quai des pétroliers. Une autre infrastructure portuaire dédiée exclusivement à la manutention des hydrocarbures. Dans sa conception, cette infrastructure-là, elle se doit d'assurer une sécurité complète pour éviter toutes sortes d'étincelles parce qu'on comprend que ça ne fait pas bon ménage, hydrocarbures et étincelles, de sorte que ce qui est là ne sert exclusivement qu'aux besoins d'approvisionnement pour la région, Sept-Îles, Baie-Comeau, Port-Cartier. On parle environ de 300 à 400 000 tonnes d'hydrocarbures. On rend ce secteur-là disponible pour le centre d'intervention qui existe ici à Sept-Îles. Il y en a un à Québec, il y en a un dans les Maritimes, il y en a un dans les Grands Lacs et un également dans l'Ouest. C'est des centres d'intervention maritime qui ont été implantés par l'industrie pétrolière elle-même suite à des déversements sérieux qui se sont produits. C'est des premiers centres d'alerte ou d'intervention advenant des déversements ou des incidents qui pourraient malheureusement survenir. Le 6 décembre de la même année, après 3 ans de négociations avec Wabush Mines, le Conseil des ports nationaux acquiert plusieurs centaines d'hectares de terrains situés dans le secteur de Pointe-Noire. Si on voulait faire du développement portuaire dans la région ou dans la baie de Sept-Îles, on se devait absolument de viser la Pointe-Noire. Mais à l'époque, la Pointe-Noire était complètement la propriété de la société Min-Wabush, qui avait racheté de la Gulf and Paper toute la bande de terrain allait jusqu'à la pointe Marconi. Juste pour imager, là, pour ceux qui sont déjà venus à cette île, quand on est sur la 138 puis qu'on s'engage dans le chemin de Pointe-Noire, tout ce qui était à gauche, tout ce qui était à droite, jusque dans le fond à l'Aluminerie Alouette, qui n'était pas là à l'époque, ça appartenait à Wabush. Donc, c'était un propriétaire foncier là, qui faisait en sorte que tant et aussi longtemps que lui n'était pas d'accord à un investissement, bien, il n'y avait pas d'investissement possible. Nos visionnaires de l'époque ont pu conclure une entente pour 600 000 pour acquérir une bonne partie des terrains de la Pointe-Noire, tout près de 5 km de longueur, pour anticiper du développement portuaire futur. Dans le roc. Donc, si tu veux développer là, ça coûte cher. Alors,
Wabush avait accepté de délester son patrimoine territorial en faveur des autorités canadiennes. Non, il y avait des loups cerviers. Des loups cerviers. Des lynx. C'est tout ce qu'il y avait là. Il y avait un territoire de trappe. Alors, mais non, il n'y avait rien de l'autre côté, en fait, là. Mais c'était un pari de se dire, ben bon, c'est mieux ça que rien. Sage décision des autorités portuaires de l'époque, car quelques années plus tard, alors que la crise du fer frappe la ville de plein fouet, une partie de ce territoire servira à l'érection de la plus grande aluminerie des Amériques, véritable pierre d'assise de la relance économique. Le 24 février 1983, on dissout le Conseil des ports nationaux et la gestion du port de cette île passe à la Société canadienne des ports, nouvelle agence fédérale communément appelée Port Canada. Cette île connaît alors la pire crise économique de son histoire. Les dirigeants du port, de même que les milieux politiques et économiques locaux, ont déjà conclu à la nécessité d'investir davantage dans le développement d'infrastructures portuaires publiques qui seraient accessibles à d'autres industries. Le 23 septembre, Port Canada entame les travaux d'aménagement de nouvelles installations portuaires à l'Anse-à-Brochu dans le secteur de Pointe-Noire devant les terrains acquis de Wabush Mines. 3 ans plus tard, on inaugure le quai La Relance. Il faut vraiment remercier les gens qui ont gardé le fort, les décideurs économiques de l'époque, qui se sont rassemblés et puis qui ont mis de l'avant des scénarios comme celui de venir implanter au milieu d'une pointe terrestre qui était l'autre côté de la baie de Sept-Îles où il y avait juste des épinettes, d'implanter une infrastructure portuaire pour faire du développement futur, alors qu'il n'y avait absolument rien d'autre qu'une minière qui était là. Une fois l'infrastructure bâtie, c'est ce même groupe-là d'hommes et de femmes qui avaient été visionnaires ont pu convaincre à partir avec leur bâton de pèlerin, aller en Europe, avec un plan d'affaires pour justifier comment pouvait être rentable l'implantation d'une aluminerie. Moins de 3 ans plus tard, il y avait un consortium qui était créé pour venir s'implanter sur la Pointe-Noire et puis permettre la diversification économique. En 1993, afin de relier le port de cette île au réseau ferroviaire nord-américain, on fait construire à l'est de la Relance un quai équipé d'une rampe mobile d'accès pour accueillir des traversiers-rails, navires conçus pour le transport des véhicules ferroviaires. Baptisé simplement quai du traversier-rail, le nouveau quai permet d'établir une liaison ferroviaire entre Sept-Îles et Matane, mais pendant des années, on l'utilisera à peine, du fait notamment qu'il n'est pas relié au chemin de fer Arnaud et QNSL. La connexion ferroviaire s'est faite uniquement en 2004. L'infrastructure était surtout pensée ou voulue par les actionnaire d'Aluminerie Alouette pour aider dans la mise en marché de l'aluminium vers les Grands Lacs ou vers le marché continental. C'était vraiment pour la distribution de l'aluminium pour les besoins nord-américains. Dans les années 80 et 90, le port de cette île ne se développe pas uniquement sur le plan industriel. Les divers paliers de gouvernement investiront de façon considérable dans des infrastructures liées à la pêche, à la navigation de plaisance et à la défense nationale. En 1984, au moment où l'on entame les travaux du quai La Relance, le Club nautique de cette île fait construire non loin du Vieux-Quai une marina de 120 places équipée d'un brise-lames et d'un petit héliport. Il y avait une espèce d'effort concerté, là, on parle des grands voiliers, tout ça, là, donc il y avait un mouvement là, qui faisait en sorte qu'on disait, bien là, il faut doter le Québec d'infrastructures de qualité pour les plaisanciers. Puis nous, ici, c'était plus loin, là, dans la baie de Sept-Îles, dans le secteur de la communauté de Ouachat-Macmahon-Utenam, qui était la marina. Puis il fallait draguer, là, puis c'était pas nécessairement accessible. Il fallait connaître le secteur. Afin de mieux soutenir l'industrie halieutique locale, on aménage un havre de pêche entre la marina et le quai Monseigneur-Blanche en 1989. Et l'année suivante, on fait construire un vaste parc d'hivernage derrière le siège social du port, de même qu'un quai muni d'un ber cavalier de 125 tonnes pour la mise à l'eau des bateaux. On l'appelle quai Arcan, à la mémoire d'Alfred Arcan, un ancien gardien de phare à l'île Corosol qui avait construit une glacière à saumon non loin de là. Parce que là, on essayait de revenir aux sources, en quelque sorte, en se disant, bien, on perd la possibilité de procéder à des réparations l'hiver, les bateaux allaient ailleurs. Donc là, puis la flotte de pêche était dans le secteur ici, la crevette de Matane, en fait, c'est la crevette de Sept-Îles, là, je veux dire, elle était pêchée au large des îles. Il y avait la question de la pêche
au crabe. Il y avait aussi le hareng, le maquereau. Là, bien, dans l'esprit d'avoir des usines de transformation, tout ça était dans une espèce de grand complexe intégré. Alors, il y avait encore là le support de certains programmes gouvernementaux. Puis ça a fait en sorte que, dans le fond, bien, on a pu développer ces outils-là qui, dans une certaine mesure, là, ont effectivement donné un peu d'air frais dans l'économie. Le 7 octobre 1989, on inaugure à cette île la 22e division de la Réserve navale du Canada, le NCSM Joliette, qui s'installe dans des locaux temporaires. En moins de 5 ans, le ministère de la Défense nationale acquiert des terrains près de la marina, entre les rues Arnaud et Brochu, et y fait construire les bâtiments de la réserve. Ça s'inscrivait à l'époque des conservateurs. Donc, à l'arrivée du gouvernement Mulroney en 1984, on a fermé plusieurs bases militaires. Nous, ici, on a été affectés. Là, on avait quand même environ 200 militaires qui étaient à Moisy, puis qui géraient des radars. Puis, on avait annoncé la fermeture de la base militaire. Il y a eu d'autres bases militaires ailleurs qui ont été fermées. Puis, on voulait créer un bassin de réservistes. Donc, il y a eu des réserves navales d'annoncer, là, en Rimouski, à Chicoutimi, ici, d'autres ailleurs, dans un objectif de formation d'une réserve. Donc ici, c'est la réserve navale. Mais encore une fois, dans une économie là, qui était lourdement hypothéquée, parce qu'on est dans les années 80, là, début 90. Le minerai Alouette avait été annoncé, là, mais on était en construction, on n'était pas en opération. C'était bienvenu. C'est le style d'ajout qui permet à une ville de croître, puis permet à une ville d'être plus compétitive pour attirer des investisseurs, attirer de la main-d'œuvre, garder sa population, ramener ses jeunes après les études. De son côté, Port Canada poursuit le développement des infrastructures publiques du port de cette île et en 1998, il acquiert le quai de la Wabush Mines, qu'on appelle désormais Terminal Pointe-Noire. Le directeur général qui est ici à ce moment-là identifie clairement qu'on a un besoin à combler. On va avoir des difficultés à répondre aux besoins des partenaires et des investissements à venir. Donc, la solution, c'est d'acquérir le quai de Wabush, qui est à Pointe-Noire. Mine Wabush, à l'époque, était dans une situation précaire au niveau du marché du fer. Elle était dépendante d'un quai à l'époque qui avait une profondeur d'eau, de disponibilité d'eau à quai, uniquement de 12 mètres. Et ça limitait la société pour des exportations uniquement au niveau de l'Amérique du Nord. C'était surtout des plus petits bateaux qui s'en allaient vers les Grands Lacs. En 96, 97, 95, Mine Wabush était désavantagé par rapport à d'autres joueurs dans le fer, comme IOC, qui pouvaient exporter à l'étranger. Il devait faire des améliorations au niveau des infrastructures portuaires et il n'avait pas les liquidités pour le faire. Il y a eu des discussions avec le Port Canada à l'époque pour trouver un montage financier qui permettrait à la société de pouvoir bénéficier d'une infrastructure portuaire adaptée pour du transport océanique, puis en céder la propriété tout simplement comme levier de développement à Port Canada, en contrepartie de tous les travaux de construction qui allaient être requis pour faire en sorte d'augmenter la capacité du quai. C'est sur cette base-là qu'il y a eu un transfert d'actifs avec une entente commerciale qui, à l'époque, exigeait de Mine Wabush de donner accès. C'est bien sûr que si le gouvernement devenait propriétaire de l'infrastructure, elle souhaitait, puisque c'était maintenant une infrastructure du domaine public, que l'infrastructure soit partagée par d'autres joueurs de l'industrie. Avec cette dernière acquisition, on dispose de solides assises économiques pour une prise en charge locale des activités portuaires à cette île. C'est ainsi qu'à l'été 1999, après avoir dissous Port Canada l'année précédente, le gouvernement décide de créer une administration portuaire canadienne autonome à cette île et de lui confier la gestion du port. L'administration portuaire de cette île voit le jour, une organisation à but non lucratif indépendante du gouvernement fédéral sur les plans tant administratifs que financiers. Désormais, ce sont des gens de cette île qui assurent la direction totale de leur port, selon une vision purement sept-îlienne. La ville entière entre dans une nouvelle ère de développement, celle de l'autonomie portuaire.